Salut, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui, on va traiter le troisième cours de la physiologie cardiovasculaire qui porte sur le débit cardiaque. C'est un cours qui est vraiment amusant, qu'il faut vraiment l'aimer afin de le bien comprendre. On va commencer par une petite définition. C'est quoi le débit cardiaque? C'est ça la question qui se pose en premier lieu. Eh bien, le débit cardiaque, c'est tout simplement le volume de sang éjecté par chaque ventricule, quel que soit à droite ou bien gauche, au bout d'une minute, abrévié QC ou bien DC. Dans les conditions physiologiques, le débit de la ventricule gauche est le même au niveau de la ventricule droite. Et cela, c'est logique. Pourquoi? Puisqu'en fait, le volume de sang qui circule au niveau de la petite circulation, ou bien la quantité de sang qui est oxygénée au niveau de la circulation pulmonaire, c'est la même qui va entrer au niveau de la ventricule gauche et qui sera par la suite pompée vers la circulation systémique. Et comme on a été défini le débit cardiaque comme un volume de sang, et que le volume de sang dans les deux circulations sont égaux, donc les débits cardiaques dans les deux ventricules seront certainement égaux. D'accord? Chez un individu sain, en dehors de toute activité physiologique, de toute pathologie, le débit cardiaque est d'environ 5 litres par minute. La deuxième notion, c'est l'index cardiaque. C'est quoi l'index cardiaque et pourquoi on a abordé cette notion? On a dit que le débit cardiaque chez un individu qui est sain, mahosh en activité physiologique, reste stable et ce dernier va augmenter en cas d'une augmentation de l'effort. Cependant, il y en a d'autres facteurs qui vont aboutir à l'augmentation de ce dernier, qui ne sont pas en dépendance de l'activité physiologique et de l'état pathologique. Par exemple, la taille de l'individu. D'après vous, est-ce qu'un individu qui est maigre va avoir le même débit cardiaque qu'un individu qui est obèse? Eh bien, logiquement, non. Pourquoi? Puisque tout simplement, les besoins métaboliques de ces deux ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi on a abordé la notion de l'index cardiaque qui va prendre en considération la taille de l'individu. Ce dernier va être égal le débit cardiaque en litres par minute sur la surface corporelle en mètres carrés. Au repos, l'index cardiaque est entre 2,5 et 4 litres par minute par mètre carré. D'accord? J'espère que jusque maintenant tout est clair. La formule de débit cardiaque, c'est-à-dire la formule mathématique de débit cardiaque. QC ou bien DC, c'est la même, est égal à la fréquence cardiaque en battements par minute fois le volume d'éjection systolique, abrévié VES, en litres par battement. Dans les précédents cours, on a dit que le volume d'éjection systolique est égal au volume télédiastolique moins le volume télésystolique. Réfléchissez-vous. Le cours de cycle cardiaque, on a parlé des deux volumes. D'accord? Je répète, QC est égal à la fréquence fois la VES. D'après cette formule mathématique, on peut conclure les déterminants de débit cardiaque ou bien les facteurs dont leur variation va entraîner des variations dans le débit cardiaque. On a la fréquence cardiaque et le volume d'éjection systolique. Il faut savoir une chose, que le volume d'éjection systolique va lui-même dépendre de trois sous-facteurs, la précharge, la post-charge et la contractilité myocardique. Vous inquiétez pas, on va les entamer une par une, on va essayer de les comprendre le maximum, Inch'Allah. Les déterminants de débit cardiaque, on a dit que la fréquence cardiaque, le volume d'éjection systolique qui lui-même dépend de la précharge, la post-charge et la contractilité myocardique. La fréquence cardiaque va dépendre essentiellement de l'âge de l'individu et de l'état physiologique. Il faut savoir que un individu qui est adulte n'a pas la même fréquence cardiaque qu'un individu qui est âgé. Il n'a pas la fréquence cardiaque qu'un nourrisson. D'accord?
Par exemple, chez un nourrisson, la fréquence cardiaque est située entre 120 et 160 battements par minute. Chez un adulte, les normes sont de 50 à 100 battements par minute. Et chez un sujet âgé, bien sûr, la fréquence cardiaque va être plus bas, va diminuer encore. La fréquence cardiaque va dépendre aussi de l'état physiologique de l'individu. Bien sûr, un individu qui est au repos total va pas avoir la même fréquence cardiaque qu'un individu qui est en activité, d'accord? Comment sa fréquence cardiaque, comment la fréquence cardiaque va influencer le débit cardiaque? Eh bien, lorsque la fréquence cardiaque augmente, le débit cardiaque va s'augmenter. Et l'inverse est vrai. D'accord? On dit qu'une substance ou un stimulus a un effet chronotrope positif si il augmente la fréquence cardiaque. Par exemple, l'hyperthermie, l'exercice et l'hypoxémie. حكاية langage back. Au lieu de dire avec le médicament ou bien avec la substance ou bien avec le stimulus augmente la fréquence cardiaque, نقول tout simplement elle a un effet chronotrope positif. Et l'inverse est vrai. يعني au lieu de dire que هذيك la chose elle diminue la fréquence cardiaque, نقولوا برك elle a un effet chronotrope négatif. D'accord? La deuxième chose, c'est la précharge et la contractilité. Et là, رايحين ندخلوا les sous-facteurs تاع le volume d'éjection systolique. يعني الحوايج اللي يتعلق فيهم le volume d'éjection systolique. On a la précharge et la contractilité en premier lieu. Donc, c'est quoi la précharge? Elle correspond au degré de remplissage de la ventricule gauche et donc de volume télédiastolique. Ce volume télédiastolique dépend essentiellement du retour veineux. C'est quoi le retour veineux? C'est l'ensemble de sang qui rejoint la pompe droite à travers les systèmes caves. Mais le retour veineux va être influencé par plusieurs facteurs قبل ما يرجع la pompe droite. D'accord? Par exemple, la position de l'individu, le tonus vasculaire, la pression intrathoracique, etc. هادو كامل راح يأثروا لنا على le retour veineux. وعلى حساب هذا le retour veineux راح يتحدد le volume télédiastolique. وعلى حساب le volume télédiastolique donc راح يتحدد le remplissage ventriculaire. D'accord? On va aborder plus en détail la notion de retour veineux lorsqu'on va traiter le cours normalement de la circulation à basse pression. D'accord? Donc, essentiellement, la précharge, c'est le remplissage ou là, le degré de remplissage ventriculaire. Ce remplissage ou là, ce précharge, c'est lui-même qui va déterminer le degré de la contraction myocardique, bien des fibres myocardiques. Plus que la précharge hésite, plus que le remplissage ventriculaire va être important et plus que la contractilité myocardique va être importante. D'accord? Pour bien comprendre, on va illustrer le phénomène par la lance en pierre avec les normes bien al-hajra. Elle est dessinée ici en bas, donc c'est ça la lance en pierre. Imaginez-vous que هذاك الخيط هو le myocarde والحجرة هذيك اللي نحطوها في الوسط باش نرموها هي la masse sanguine ولا la quantité de sang. Plus que هذيك الحجرة تكون de taille importante يعني تكون ثقيلة plus que الخيط راح il va être étiré il va être bien étiré plus que الرمية راح تجي بديستانس طويلة ou bien vitesse qui est importante. D'accord? C'est la même chose. Donc قلنا الخيط هو نفسه الميوكارد la masse sanguine هي نفس الحجرة. Plus que la masse sanguine va être importante ou bien plus que le volume de sang va être important et donc plus que le volume télédiastolique va être important, plus que l'étirement, plus que la contraction myocardique va être importante et plus que l'éjection et donc le volume d'éjection systolique va être considérable. Et donc il y aura quoi? Une augmentation de volume d'éjection systolique
et par la conséquence, on aura une augmentation de débit cardiaque. D'accord? La précharge va déterminer la contractilité myocardique et ce sont les deux qui vont déterminer le volume d'éjection systolique et par la suite le débit cardiaque. D'accord? Donc la précharge ou la contractilité, leur augmentation va entraîner une augmentation du débit cardiaque. Et toujours l'inverse est vrai. La troisième notion, c'est la post-charge. Le sens de la post-charge, il y a l'inverse de la pré-charge. Sachant que la pré-charge, il s'aide à l'éjection de le sang, la post-charge, non, il va s'opposer, d'accord? Donc, pour définir la post-charge, c'est quoi? C'est l'ensemble des forces qui s'opposent à l'éjection de sang par la ventricule gauche. Elle est représentée essentiellement par les résistances vasculaires. La viscosité sanguine, c'est quoi la viscosité sanguine? C'est la force qui existait entre les particules de sang, d'accord? Plus que cette viscosité va être importante, plus que la post-charge va être importante. Il y en a aussi d'autres pathologies qui vont permettre l'augmentation de ce post-charge, par exemple le rétrécissement aortique ou bien les sténoses artérielles en général, qui vont entraîner la réduction ou bien la diminution de la lumière des vaisseaux et par la conséquence une augmentation de la post-charge. Comment ce post-charge va influencer le débit cardiaque? Eh bien, il y en a un effet inverse. Plus que la post-charge augmente, plus que le débit cardiaque va être diminué. D'accord? Avant d'entamer la régulation du débit cardiaque, on va récapituler ce qu'on a déjà expliqué. D'accord? On a dit que les déterminants de débit cardiaque sont au nombre de deux. La fréquence cardiaque, dont leur augmentation va avoir une augmentation ou va entraîner une augmentation de débit cardiaque, on a le volume d'éjection systolique. Ce volume d'éjection systolique va dépendre de trois sous-facteurs. La post-charge et la contractilité qui ont aussi le même effet que la fréquence, leur augmentation va entraîner une augmentation de débit cardiaque. Et on a en dernier lieu la post-charge qui a l'effet inverse. L'augmentation de post-charge va entraîner des diminutions dans le débit cardiaque. Pour la régulation du débit cardiaque, et celle-là c'est la dernière chose, donc il y en a deux types. Une régulation nerveuse qui est rapide et une régulation hormonale qui est lente. Pour la régulation nerveuse, elle est représentée essentiellement par le système nerveux autonome et donc par le système nerveux sympathique et parasympathique. Pour le système nerveux sympathique, c'est un système qui est cardio-accélérateur. Il va accélérer l'activité cardiaque. Il va avoir un effet chronotrope positif. Il va augmenter la fréquence cardiaque. Un effet dromotrope positif. Qu'est-ce que ça veut dire la dromotropisme? C'est au niveau de la conduction de l'influx nerveux, au niveau myocardique bien sûr, au niveau de tissu cardio-nectar. Le système sympathique, il va diminuer le temps de conduction, d'accord? Donc, si on a une diminution de conduction, donc il y en a une accélération de la conduction et par la suite, une accélération de l'activité cardiaque, d'accord? Et en dernier lieu, on a l'effet inotrope positif, c'est au niveau myocardique. Le système sympathique va entraîner une augmentation de la contraction myocardique. D'accord? L'effet inverse est obtenu par le système nerveux parasympathique, donc qui est cardiomodérateur. Elle va avoir un effet chronotrope négatif, effet dromotrope négatif et un effet inotrope négatif. Donc le système nerveux sympathique va augmenter كلش, parasympathique va diminuer كلش. D'accord? Pour le deuxième type de la régulation, c'est la régulation hormonale, qui est une régulation lente. Il va nécessiter un temps afin d'être installé. C'est pas immédiat qui met la régulation nerveuse.
Pour la régulation hormonale, elle est représentée essentiellement par le système rénine-angiotensine et par le facteur natriurétique auriculaire. Il y en a d'autres aussi facteurs qui vont permettre la régulation, mais il y a qui sont essentiels. Pour le facteur natriurétique auriculaire, ou bien ce qu'on appelle l'ANF, c'est une substance qui est synthétisée ou bien sécrétée par l'auricule droite en réponse à l'étirement de sa paroi. Donc en réponse à une augmentation de débit cardiaque. Cette substance, elle va avoir un effet vasodilatatrice sur l'ensemble du système vasculaire. Donc, elle va entraîner par la suite une diminution de débit cardiaque. D'accord? Pour le système rénine-angiotensine, c'est quoi la rénine? La rénine, c'est un enzyme qui est synthétisé par l'appareil juxtaglomérulaire de rein. D'accord? Dans l'unité, le troisième unité, l'unité urinaire, bien rénale, vous allez bien aborder l'appareil juxtaglomérulaire. Donc cet appareil juxtaglomérulaire, elle a la capacité de synthétiser un enzyme, ce qu'on appelle la rénine. Cette rénine va faire quoi? Va convertir l'angiotensinogène d'origine hépatique en angiotensine 1. D'accord? Cette angiotensine A va être aussi convertie en angiotensine 2 grâce à l'enzyme de conversion qui est d'origine pulmonaire. D'accord? Et l'angiotensine 2, c'est lui qui va être responsable aux différents effets. D'accord? Comment ça marche ce cascade? Eh bien, on a par exemple une diminution de débit cardiaque, d'accord? Et par la suite, de la pression artérielle. L'appareil juxtaglomérulaire va être stimulé par cette diminution. Elle va produire ce qu'on appelle la rénine. La rénine va trouver l'angiotensinogène qui circule au niveau de la circulation sanguine, va le convertir en angiotensine A. L'angiotensine A, à son tour, va être convertie en angiotensine 2 grâce, qu'on a déjà dit, grâce à l'enzyme de conversion qui est d'origine pulmonaire. L'angiotensine 2, elle a une action vasoconstrictrice. Donc, il va entraîner une vasoconstriction générale. D'accord? C'est l'effet indirect. C'est l'effet, direct. Cette vasoconstriction va entraîner une augmentation de la pression artérielle et par la conséquence du débit cardiaque. C'est l'effet direct de l'angiotensine 2. Elle a aussi un effet indirect par l'intermédiaire de l'aldostérone qui tend à augmenter la réabsorption de l'eau et de sel par le rein. Et donc une augmentation de la volémie et par la suite de la pression artérielle et du débit cardiaque. Ne vous inquiétez pas, ce système va plus en détail le cours de la pression artérielle, puisque c'est parmi les modes de régulation de la pression artérielle. J'espère que tout était clair, que vous avez bien compris ce cours. Donc vous inquiétez pas إلا ما فهمتوش حاجة برك ابقاو عاودوا ما نفهموش مرة ما نفهموش زوج مي certainement ثالثة نفهمو إن شاء الله. And don't forget to study hard until you can say trust me I'm your doctor. Okay? See you in another video.